Bonjour, bienvenue à J'ai une idée, enchantée de vous retrouver cette semaine. Et là, vous allez me dire, comment ça se fait que la semaine passée, on a eu une reprise? Alors oui, on a eu une reprise la semaine passée parce que j'étais en vacances. Et je m'étais dit, comme ma structure d'enregistrement est quand même pas si lourde, que j'allais peut-être avoir le temps de vous enregistrer un épisode directement de Toronto, où j'étais, pour assister au spectacle de The Weeknd, qui est le ultra supra préféré de ma fille. Alors, on avait prévu nos vacances autour de ça, un peu comme quand on est allé à Chicago aussi à l'automne. Donc, il y avait des spectacles, mais il y a aussi de la visite. Donc, on en profite pour visiter la ville. Puis, ça faisait drôle pour moi d'être à Toronto en touriste. Alors que je suis tellement allée pour le travail au fil des ans, mais bref, je pensais d'être capable d'enregistrer là-bas. Finalement, le matin, je me suis dit, je suis en vacances. Alors, comme Gwyneth Paltrow était partout dans l'actualité et que quand j'ai fait mon épisode sur son empire Goop l'an dernier, j'ai une idée avait moins de reach qu'il y en a maintenant. Puis je veux vous remercier. Les écoutes ont quadruplé dans les derniers 3 mois, je pense. Grâce, je vous l'ai dit, il y a l'épisode sur Jennifer Lopez, là, il contribue beaucoup à ça. Je pense, parce qu'il y a encore beaucoup d'écoutes pour cet épisode-là, en tout cas en audio. Mais merci à tout le monde d'être là. Puis comme donc il y a plus de monde, mais je me suis dit je vais vous repartager l'histoire de Gwyneth. Bon, pourquoi Gwyneth là, je veux pas dire quelque chose puis pas expliquer pourquoi si jamais vous avez pas vu ça passer. Gwyneth Paltrow était partout pour 2 raisons. Dans l'actualité récemment, c'est que je vous ai fait l'épisode sur Andy Byron la semaine d'avant sur ce CEO d'Astronomer qui a été surpris dans un concert de Coldplay avec sa maîtresse. Alors là, pendant toute la semaine, tous les experts en relations publiques y allaient de leur théorie de quoi faire, quoi pas faire, puis j'ai fait la même chose. Moi aussi, j'ai expliqué qu'est-ce que je ferais si jamais c'est moi qui étais dans cette situation-là. Mais je l'ai plutôt traité comme si Andy Byron, donc le fautif, était mon client plutôt que son employeur. Son employeur, donc, est Astronomer, qui, ils l'ont remercié, là, il a remis sa démission, mais eux devaient faire une gestion publique de leur image, de leur valeur, parce que surtout que, comme j'ai expliqué dans l'épisode précédent, si vous l'avez pas écouté, c'est une licorne, là, fait qu'ils vont aller public prochainement, puis ils vont devoir, donc, convaincre le public qu'ils ont des bonnes valeurs, puis ils vont vouloir vendre beaucoup d'actions. Alors là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont engagé Gwyneth Paltrow, qui est l'ex du chanteur de Coldplay, pour aller faire un message de remise en... Tu sais, ça se veut comme une espèce de message. Je suis la nouvelle porte-parole et je vais répondre au nom d'Astronomer, mais au fond, ce qu'elle fait, c'est... Elle profite de l'occasion pour vanter ce qu'Astronomer fait, vanter les services d'Astronomer, vanter... Tu sais, c'est prendre, comme je disais... Une controverse, c'est la possibilité de prendre la parole puis d'être écouté. Ben là, ils en ont profité pour parler de leur entreprise puis tout ça. Puis l'idée d'aller chercher l'ex de Chris Martin, donc c'est génial. Moi, je trouve ça super. Quoique, moi, depuis le début, je pense qu'aux États-Unis, les gens sont tellement axés sur la performance que un genre de scandale comme ça, c'est beaucoup plus grave pour le gars que pour l'entreprise. Alors, mais donc, Gwyneth Paltrow, je vous ai remis ça. Et si vous ne connaissez pas donc l'histoire phénoménale de l'infolette de Gwyneth Paltrow, qu'elle a parti dans sa cuisine, puis qui est devenue un empire d'1,6 milliard de dollars, là, je vous invite à aller l'écouter. Et la semaine dernière, il y a une autobiographie non autorisée qui est sortie de Gwyneth Paltrow que j'ai pris là, sur... j'ai un abonnement là, sur Spotify, puis je peux aller écouter des livres audio. Là, je l'ai pris. Je ne serai pas sur le ton. Tu sais, je commence toujours à écouter le livre, puis si j'aime le ton ou pas, je ne sais pas si je vais le lire. En tout cas, peut-être pas en audio.
Mais bref, moi, ça m'intéresse, là. Elle a quand même, c'est une histoire phénoménale d'un modèle d'affaires brillant. Ce dont on va parler aussi aujourd'hui. On va parler de ça aussi aujourd'hui, en quelque sorte. Mais bref, vous pouvez aller découvrir le modèle de Go. Présentation! Maintenant qu'on a fait l'avant-goût, alors mon nom est Janine Duquette, bienvenue, merci d'être là en grand nombre. Je suis stratège de haut niveau, une ancienne PDG dans l'industrie musicale, conseillère en notoriété et spécialiste des récits invisibles du succès. Je vous emmène dans les coulisses de la stratégie, du pouvoir et de l'influence. J'ai une idée, c'est un podcast francophone, d'opinion, sans entrevue ni détour, une voix seule mais jamais isolée. On y exploite des trajectoires publiques, des modèles d'affaires, des mouvements culturels, des figures connues et leurs angles morts. Et aujourd'hui, on va parler de The Weeknd, du phénomène The Weeknd, puis ce que je te trouve super intéressant dans cette exploration qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire aussi l'exercice. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est une première partie parce qu'il y a un phénomène mondial. En ce moment, là, la semaine dernière, ou il y a 10 jours, The Weeknd est à Montréal pour faire 2 concerts au Parc Jean-Drapeau. Et c'est les concerts les plus lucratifs de toute l'histoire du Parc Jean-Drapeau. Ça vous donne une idée? Tu sais, il n'est pas juste populaire, c'est extrêmement populaire parce que les billets sont chers, les gens ils vont en grand nombre, ils sont fans, ils sont engagés. Si je vois ma fille, là, c'est sa fan du numéro 1, en tout cas dans notre maison, c'est sûr, mais donc les fans sont engagés et c'est une machine à milliards, là. La machine de The Weeknd, c'est parti, c'est un phénomène qui est parti de Toronto, fait que c'était intéressant d'aller voir le spectacle à Toronto. Imaginez-vous, le gars, il fait 4 soirs au Sky Dome. Le Sky Dome, là, c'est comme le stade olympique de Toronto. Et imaginez-vous, là, tu sais, t'es un petit gars dans une ville, puis tu vas voir les matchs de baseball au Sky Dome. Bon, ça s'appelle le Rogers Center maintenant, mais on a tellement appelé ça longtemps le Sky Dome que je l'appelle de même. Puis, tu sais, tu vas voir tes idoles jouer au baseball, puis, tu sais, un beau jour, tu remplis 4 soirs au Sky Dome. 4 soirs d'un stade! Vous imaginez-vous? Comment c'est big! Tu sais, je veux dire, la musique, c'est pas simple, là. Puis, vendre un Centre Bell, c'est tout un exploit que très peu d'artistes sont capables de faire. Puis heureusement, là, aujourd'hui, les méthodes de développement de carrière et d'affaires musicales là, sont en train de revenir en 2025. Fait que plus ça digitalise, plus ça revient. Mais tu sais, pendant un long moment, les seules personnes qu'on voyait dans des arénas, c'était la tournée d'adieu, la 10e tournée d'adieu de Kiss, puis la 10e tournée d'adieu de AC/DC, puis la 10e tournée d'adieu de Madonna. Tu sais, c'était juste des artistes qui avait été populaire dans le temps que le modèle d'affaires marche encore, mais il n'y a pas beaucoup de nouveaux artistes, tu sais, qui réussissaient à développer des grosses audiences comme ça. Mais lui, imaginez-vous, là, lui, c'est pas juste le Centre Bell qu'il fait, là, c'est 3 fois le Centre Bell par soir, 4 fois. Ça, c'est à Toronto, puis ici, au Parc Jean-Drapeau, je sais pas c'est quoi la capacité, mais c'est énorme, là, parce que c'est un show de stade, donc juste aller voir le show, là, je vous parle de c'est quoi aujourd'hui The Weeknd. C'est l'artiste le plus streamé sur Spotify. C'est la chanson la plus streamée de l'histoire sur Spotify. C'est des hits après hits après hits. C'est un gars qui a fait la mi-temps au Super Bowl après très peu longtemps de carrière. Tu sais, ça aussi, c'est tout un exploit. D'être invité à faire la mi-temps du Super Bowl et son spectacle avait été très apprécié à l'époque. Donc, des hits et des hits et des hits. Mais comment tu deviens une star mondiale à ce point? Parce que tous les records fracassés sur Spotify, tu te dis, voyons! Fait que moi, ça m'intrigue beaucoup. Alors, je vais raconter un peu l'histoire de The Weeknd. Puis ce qui est intéressant, ce que j'allais vous dire, c'est que c'est un peu en formule mère-fille. C'est-à-dire que ma fille, la fans, m'a raconté, j'ai dit, raconte-moi l'histoire de The Weeknd selon ce que toi t'en connais. Tu sais, c'était quoi ses débuts, qu'est-ce qu'il a fait? Puis
Puis moi, après ça, je suis allée fouiller de mon bord. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est un peu en arrière de ce que le public sait, là. Fait que je suis allée fouiller un petit peu de mon bord. Fait que si... Puis pardonnez-moi, ce sera pas parfait, c'est sûr, mais c'est selon ce que j'ai été capable de trouver et ce que je peux présumer là, de par le fait que je connais pas mal ces coulisses-là. Alors, donc, The Weeknd, c'est un Éthiopien né au Canada. C'est un Canadien, mais ses parents ont émigré d'Éthiopie. Son père, Makonnen Tesfaye, et sa mère, Samrawit Eilu. J'espère que j'ai pas trop massacré. Alors, il est né à Toronto, dans la région de Toronto, le 16 février 1990 à 14h45. Elle a même trouvé l'heure. Alors, à 14h45, ses parents se sont séparés peu après sa naissance. Sa mère l'a élevé seule. Il a vu son père juste quelques fois. Donc à 6 ans, à 11 ans et à 12 ans, puis il ressent le vide de l'absence de son paternel. C'est assez important là, pour qu'elle le note là, dans son récit. À l'adolescence, donc 2001-2008, il n'y a pas une adolescence, j'imagine qu'il vit dans un quartier assez pauvre. On est même allé, bon, là, ma fille qui capote sur The Weeknd, il fallait qu'on aille à la maison qui s'appelle House of Balloons, où il a écrit ses premières tunes, puis tout ça, puis c'est assez fondamental à son histoire, là. Fait qu'on est allé, puis tu sais, c'est dans un quartier qui était autrefois un quartier rough de Toronto, c'est ce qu'on m'a raconté, là, j'ai vu des amis là-bas. Puis c'était un quartier dur, mais qui était pas cher, fait qu'il a attiré beaucoup d'artistes à une certaine époque, là. Donc les artistes allaient vivre là, puis c'est pour ça qu'il s'est créé un certain hub musical là, dans ce quartier-là. Mais bref, donc The Weeknd n'a pas Abel, hein, de son nom, Abel Tesfaye. Je pense que je ne l'ai même pas dit au début, Abel Tesfaye. Bon, à 11 ans, il commence à prendre la marijuana, puis après ça s'empire. Il a changé d'école souvent, il a eu des problèmes. À 17 ans, il a lâché l'école, puis il est d'aménager dans un appartement avec un de ses amis qui s'appelle Lamar Taylor, puis c'est son directeur artistique depuis le début. Fait qu'il a, c'est ça, il a commencé un style de vie assez drogue rue, et il était d'ailleurs sans abri, il volait de la nourriture, il a travaillé chez American Apparel. Il a toujours aimé la musique. Et il a commencé à créer de la musique au départ sous le nom de Kin Kane. Et ses paroles, donc, tu sais, ceux qui sont fans sont très attachés à ses paroles, qui sont dark, il est seul, la drogue, le sexe. Donc, c'est assez torturé, adolescent. Et il jouait des démos de ses chansons, son travail. Donc, il travaille chez American Apparel, il joue ses démos, mais il dit pas que c'est lui. Puis à un moment donné, il fait jouer aussi dans le magasin. Puis à un moment donné, il y a un client qui dit « Hey, c'est bon, ça, c'est qui? C'est qui, tu sais, qui chante ça? » Puis là, ça lui donnait des boosts de faire quelque chose avec sa musique. Alors, bon, selon la version de ma fille, il a publié ça sur YouTube, MySpace. Puis, il y a eu des rencontres qui sont venues de là. Ses inspirations, ça a été Michael Jackson, R. Kelly. Bon, là, on se passe de commentaires ici. C'est musical, les inspirations, à cette époque-là. Alors, donc, il est inspiré par du très, très pop, mais il fait... Son style, c'est plus R&B sombre. Puis il a rencontré Jeremy Rose à ce moment-là, qui est un producteur avec qui il commence à expérimenter ce son-là. Alors, puis là, ben vient la publication là, de 2 chansons à l'époque sur le web. Ça s'appelle les mixtapes. T'sais, ils ont appelé ça les fameux mixtapes de The Weeknd. Donc, il a publié 3 mixtapes. Bon, les mixtapes, c'était à mon époque, là, dans le temps où on mettait ça sur des vraies cassettes, puis on écoutait des démos cassettes de bandes qu'on aimait, puis on allait même en acheter. Il y avait des mixtapes que tu pouvais acheter, des bandes qui étaient devenues connues, mais de avant qui étaient connues. Là, on allait chez Rock en Stock. Un moment donné, ils se sont fait saisir, là. Mais tout ça pour dire que
Les mixtapes, ça existait pour vrai, mais les mixtapes version 2011, c'est quoi? C'est de sortir ça directement sur le web pour créer un buzz gratuitement. Tu donnes tes chansons pour créer de l'intérêt. Puis là, ben, selon la version de ma fille, toujours, parce que là, après ça, je vais vous conter ma version. Donc, il a commencé par 2 chansons. Puis, à un moment donné, oups, il devient The Weeknd. Et là, Drake trouve ses chansons. Drake, à l'époque, qui est déjà big. Puis c'est ça, le numérique, là, à partir du moment où, tu sais, c'est plus la simple. Avant, les gens ne collaboraient pas parce qu'ils avaient peur d'être en compétition. Alors qu'aujourd'hui, les gens qui sont dans le même domaine ont tout intérêt à collaborer ensemble parce qu'ils vont partager des audiences. Tu sais, les audiences, on le voit très bien. Il n'y a pas une audience qui... Tu ne vas pas prendre l'audience de quelqu'un. Tu peux juste gagner des fans en partageant ton audience avec un autre artiste ou une autre personne qui est dans le même domaine que toi. Tu vas juste gagner du monde qui vont t'aimer aussi si tu es dans le même style. Fait que Drake, qui à l'époque doit avoir une grosse communauté, découvre The Weeknd sur le web et le partage à sa propre communauté. Et là, ça se met à attirer l'attention, si bien que le 24 juillet 2011, qui était ma fête, si bien que le 24 juillet, il y a eu son premier concert à Toronto au Mod Club, qui est un cool, c'est une cool place là, pour faire des shows. Puis il y a eu 600 personnes juste sur le buzz. C'est juste sur le buzz créé de chansons gratuites mises sur le web. Bon. Fait que si on entend ça comme ça, parce que ça, c'est ce que le fans reçoit, tu sais, puis quand tu le reçois probablement des années après que tu l'as découvert, mais surtout plusieurs années après que ça soit arrivé, parce que le fans moyen, il l'a pas découvert à ce moment-là, là, The Weeknd. Fait que, comment tu fais pour remplir 600 personnes en ayant mis 2-3 tunes gratuites sur le web? Puis comment les gens découvrent ta tune gratuite sur le web? Tu sais, tu fais pas... Il faut qu'il y ait quelque chose, un certain moteur derrière ça. Il faut qu'il y ait quand même... Puis oui, on va parler de l'architecture d'affaires, mais à la base, moi, quand je lis ça puis j'entends ça, je fais « OK, mais attends, là. » La première question que je me pose, c'est les chansons, là, doivent être absolument extraordinaires pour créer un buzz comme ça sur des chansons gratuites que Drake tripe dessus. Fait que les chansons sont extraordinaires. Si les chansons sont si extraordinaires, puis ça sonne si bien que ça, il a enregistré ça avec qui? Puis, il y a qui a payé pour ça? Parce qu'il faut quand même enregistrer des chansons là, en 2011. Il faut quand même aller en studio. Il faut quand même trouver des producteurs, des réalisateurs. Il faut quand même... Tu sais, si t'es sans-abri, là, le mythe, là, je suis sans-abri, puis ben là, si tu peux pas livrer des démos qui vont attirer l'attention à ce point-là, parce qu'on parle de 3 mixtapes, dont 3 mixtapes mythiques, qui attirent l'attention jusqu'à une star mondiale comme Drake à ta minute, là. Faut que ce soit quelque chose de hot. Fait que je me suis mis à gratter. C'est qui a fait ces tunes-là? C'est quoi le monde? Où est-ce qu'il a enregistré ça? Qui a payé pour ça? Ça donne que... Je connais un peu mieux. Puis là, je gratte. Fait que oui, il y a Jeremy Rose qui est là. Et il y a son coloc, donc, qui est aussi son ami de longue date, puis qui est son directeur artistique encore à ce jour, qui est un innovateur, un génie, qui est, tu sais, tout le look, dès le départ, le look, là, parce que quand tu postes des choses sur le web, là, tu fais pas juste les poster, là. Il y a une petite image qui vient avec, là. Faut que ce soit beau, faut que ce soit lisse, faut que ça attire l'attention, faut que tout l'univers web soit wow. Fait que forcément, il s'est entouré de gens qui créaient quelque chose wow. Autour des 3 mixtapes, dont le premier House of Balloons, il a créé son site XO qui est toujours sa compagnie aujourd'hui, puis qui est son label, puis tout ça. Ensuite, il y a eu le 2e en août là, qui s'appelle Thursday, puis le 3e, Echoes of Silence. Bon, donc 3 mixtapes qui sortent sur son site que tu peux downloader gratuitement, donc ça se propage. Mais là, il n'y a aucune photo de lui. OK? Première affaire, il n'y a aucune photo de lui autour de ça. Ça, c'est de la stratégie là. Ça crée une certaine curiosité. On s'entend, les tunes sont super bonnes.
Et là, le producteur derrière, là, quand j'ai vu le nom, j'ai fait « Oh my God! » Parce que moi, je sais c'est qui. Puis c'est de la musique, c'est un producteur qu'on admirait beaucoup puis qu'on courait après beaucoup parce que c'est un innovateur. C'est un genre de génie qui est à Toronto. Alors, c'est... En tout cas, les filles qui ont mon âge, là, peut-être que vous allez vous en souvenir, mais c'est le gars du duo Estéro. Puis quand Estéro est sorti, là, à l'époque, là, c'était comme « Wow, c'est quoi ça? » C'était avant même Sia, c'était avant Zero Seven, qui est un projet extraordinaire là, qui a mis Sia au monde, une des plus grandes. Tu sais, Zero Seven, c'était écœurant, mais avant Zero Seven, il y a eu Estéro. Puis Estéro, qui est un album incroyable. Du début jusqu'à la fin, c'est un gars de Toronto, puis c'est ce gars-là qui a fait ça. Puis lui aussi, là, c'est un innovateur, c'est un geek, c'est un gars qui est... Là, lui, il a entendu quelques chansons, puis où je pense qu'il a rencontré Abel, puis il a tripé dessus, il a tripé sur ce qu'il voulait faire avec sa musique, il a tripé sur sa personnalité, il y a eu un déclic entre les deux, et lui, donc, il a déjà... Tu sais, qu'il y a déjà une grosse expérience. Puis l'album d'Astéro, là, c'était quelque chose. En 98, c'est sorti ça. Ça fait longtemps, là. Fait que, donc, lui, il amène son gars de son, le gars de son qui est toujours avec The Weeknd aujourd'hui, puis qui a travaillé avec les plus grands aujourd'hui, mais qui est aussi une espèce de geek, là, du son. Donc, ils ont une idée qu'ils veulent faire du R&B plus dark, plus recherché. Ils ont un genre de génie entre les mains, parce que, on s'entend, là, si le gars, il est entouré de plein d'innovateurs de même, parce que c'est ça que je vois là, dans son histoire, là. Il y a plein de monde en avant, puis là, j'ai pas fini. Là, on est juste dans le créatif. Mais c'est pareil en business. Donc là, on a ces gars-là qui, au niveau du son, vont faire de la recherche. Puis c'est ça aussi, c'est que non seulement les chansons sont bonnes, mais là, ça s'est mis à se parler sur la toile parce que, oh my God, qui a pensé à ça? Mais des extraits de Siouxsie and the Banshees dans certaines tunes. Qui a pensé à ça? Mettre... écoute, là, ça devient comme... tu sais, là, vous savez comment c'est suiveux, là, l'espèce de presse un peu Prague, là. T'sais, moi, je trouve ça suiveux un peu quand même, là. Tu sais, ils vont tous dire « Ah, ça, c'est génial! » là. Tu sais, quand ils vont décider que quelque chose est génial, là, ben là, ils vont tous dire que c'est génial. Fait que là, ils se sont tous mis à dire que c'était génial. C'est quoi ces mixtapes-là? C'est qui, ça, The Weeknd? On sait pas c'est qui. Il a l'air de quoi? Et la musique est extraordinaire, etc., etc. Alors, ils se sont mis à être en pamoison, si bien que ça se parle. Tu sais, là, il y a un bouche à oreille aussi qui se fait. Oui, ça se fait sur le web, mais il y a un bouche à oreille. C'est probablement comme ça que ça s'est rendu jusqu'à Drake. Parce que c'est son gérant, je pense, à Drake, qui a reçu, là... qui a genre, écoute ça, c'est incroyable. Puis là, à l'époque, t'es sur le web. Puis là, ben, ils sont sur Twitter. À l'époque, là, j'ai regardé c'était quoi, là, l'architecture. Donc, ils ont le site web EXO, où tu peux downloader directement la musique, qui a un design très épuré, mais très attractif. Il y a tout le mystère, tu sais, alors que tout le monde, là, tout le monde se dit, oh mon Dieu, avec Internet, on pourra plus mettre du monde vedette. Fait qu'ils se mettent à dépenser plein d'argent pour faire connaître du monde. Alors que lui, il fait, tu sais, il se cache, il met pas de photos de lui, ils disent pas grand-chose sur qui est derrière. La musique parle plus fort, l'ambiance cinématographique est là. Il y a comme des thèmes, il y a vraiment un... C'est ça, lui, les albums de The Weeknd, c'est tout des événements en soi, des univers en soi. Puis il y a comme un mood, tu peux le sentir, il y a comme un suivi, un mood, une histoire presque qui peut être racontée. Là. Le génie du son, là, dont je vous parlais, là, son nom, c'est Carlos Montañez Langelo. Puis il y a Jeremy Rose aussi qui est tout là, mais il va partir, lui. Il restera pas là, Jeremy Rose. Fait que, puis là, je vous disais, tu sais, qu'il y avait des samples là, super inédits, donc Siouxsie and the Banshees, Cocteau Twins, donc là, vous en doutez, là, tu mets du Cocteau Twins, là, ça se peut plus, là, la presse Prague sont comme « Oh my God, c'est donc merveilleux! » Alors, bon, j'exagère, là, vous savez, j'exagère. Ah non, mais c'est ce qu'il y a tellement de snobisme là, en musique. Mais tout ça pour dire que il n'y a pas de financier apparemment derrière à ce moment-là. C'est quand même pas
zéro. C'est quelqu'un qui est très, très crédible, qui a accès à des studios. Lui, il croit beaucoup au talent d'Abel. Il avance des heures du studio. Il implique son réseau. C'est son pari personnel et artistique là, à lui, ce projet-là. Donc, il y a comme un mentor créatif, tu sais, dont on avait peu parlé, là. Mais c'est pour ça qu'ils ont réussi à sortir un son aussi fort sans mettre d'argent. Puis là, ben, le buzz part, c'est fou. Le buzz part, Drake, et ils réussissent donc à remplir le mode club, 600 personnes, sans annonce. Et c'est ça aussi, c'est que comme ils sont sur Twitter, ils ont le site web. Ah oui, c'est ça. Ils sont sur Twitter, ils ont le site web. Ils se servent de Tumblr aussi pour partager de l'imaging. Beaucoup d'images pour attirer l'attention. Puis le mystère aussi, c'est qui le gars? Puis là, ben ils disent, si vous venez au mode club, vous allez voir c'est qui. Enfin, vous allez voir c'est qui. Puis cette voix-là, c'est qui? Cette voix extraordinaire-là. Alors, tout le buzz autour de ça fait que une fois le show passé, ben là, il y a un bidding war. Tout le monde veut le signer, là. Parce que là, les mixtapes sont sortis, il y a un buzz, ça se partage partout sur la toile. Puis là, ben, toutes les compagnies de disques veulent le signer. Puis quand il y a un bidding war comme ça, donc quand tu as plusieurs offres, c'est pour ça, tu sais, on dit, The Weeknd, son génie, c'est qu'il a réussi à être libre. C'est-à-dire il a toujours gardé la direction artistique de sa carrière. C'est pas le label, c'est lui. Et ça a été négocié dès le début. Pourquoi? Ben parce que tout le monde et sa grand-mère voulaient le signer. Alors, quand toutes les compagnies disques te font des offres, mais tu peux mettre tes conditions. Et eux autres, probablement, ce qu'ils ont dit, c'est ben nous, on veut rester maître de la direction artistique. Puis, ils ont trouvé une compagnie qui est Republic, là, qui est une compagnie américaine, mais qui a des liens avec Universal au Canada. Donc, qui l'ont pris en licence. Donc, c'est eux qui ont gardé là, la direction artistique. Mais je ne sais pas si c'est une licence où ils payent. Ils ont dû donner des grosses avances. Puis, c'est sûr que... Tu sais, la première chose qu'on sortit, c'est une espèce de toutes les mixtapes mis ensemble. Mais tout ça pour dire que ça lui a permis, donc, tout ce buzz-là, tout ce travail créatif profond qui a été fait à ce moment-là, lui a permis d'avoir une certaine liberté Cette liberté-là, ça, je me pose comme question. Je la pose comme question. S'il y a du monde du milieu du disque qui m'écoute ou qui écoute ce spécial-là, est-ce que cette liberté-là, donc, qu'ils ont eue, n'a pas été la clé aussi de son expansion exponentielle parce que, en étant capable de sortir du carcan des labels, ils ont été capables de digitaliser beaucoup plus vite. Ils ont probablement dû pouvoir avoir les droits sur plusieurs choses, contrôler plusieurs aspects de leur marketing aussi, parce que c'est à ce moment-là qu'arrive un autre génie de l'affaire. Bon, alors, un peu, on va aller chercher Sal Slaby. Donc, Wassim Sal Slaby, qui était connu, c'est un Libanais qui est immigré au Canada à l'âge de 15 ans et qui était un des fondateurs de CP Music Group avec le rappeur Belly, qui, donc, tu sais, qui a monté, là, il a monté déjà un label puis une compagnie de production de show avec ce rappeur-là qui a vendu à Live Nation. Alors, le gars, il arrive, lui, avec les poches pleines, comme on dit, avec la sacoche. Il arrive avec la sacoche, puis lui, c'est lui qui a eu... qui a convaincu The Weeknd qu'il devait être son gérant. Quand le buzz, donc, se fait à Toronto, il va le voir et il les convainc là, qu'avec lui, il peut avoir un succès mondial. Donc, il y a une vision internationale. Ça, c'est super important parce que comment ça marche, les compagnies de disques, là, c'est que même si c'est signé, mettons, Republic, c'est Warner, je pense. C'est Universal. Donc, Republic, c'est Universal. Et là, normalement, c'est pays par pays. Donc, s'ils aiment ton album puis ils croient en ton potentiel, tu vas devenir une priorité par pays. Puis si tu scores fort, tu sais, c'est un peu comme les Olympiques, là. Si tu deviens numéro 1 ou 2 sur ton pays, bien là, peut-être tu vas avoir l'opportunité d'aller compétitionner en Allemagne, puis l'opportunité d'aller compétitionner au Japon. Mais
tu sais, des sorties mondiales simultanées, c'est rare. Tu sais, ceux qui bénéficient là, des sorties mondiales sur tous les territoires, c'est très rare et il faut vraiment là, être d'une bonne grâce, puis c'est difficile là, d'avoir du soutien mondial dès le départ. Généralement, les artistes là, vont faire leurs preuves territoire par territoire, mais avec un gars comme donc Sal qui arrive puis qui a des liens un peu partout dans le monde puis qui a déjà la bosse du CRM puis du digital puis qui est stratège sur un développement mondial, c'est une des clés là, du fait que c'est devenu l'artiste que c'est devenu, parce que tu peux pas avoir des chiffres comme lui a s'il n'est pas très fort internationalement. C'est beaucoup plus que le Canada puis les États-Unis. C'est le Moyen-Orient, c'est l'Asie, c'est partout, là. C'est les pays de partout. Et pour que ça se passe, ça prend des fonds, ça prend une équipe. Mais grâce au web, maintenant, ça prend beaucoup moins de moyens à moyen terme, là. Une fois que c'est décollé, là. Une fois que la toile est tissée, elle est tissée. Mais c'est beaucoup plus accessible que ce l'était à l'époque. Sinon, ça prenait du monde là, pour avoir une carrière mondiale. My God. Fait que ça pour dire que Sal arrive, cette entente-là se fait. Ce gars-là aussi, c'est un innovateur. Il est déjà avec des gens qui sont dans le business digital. Il incorpore le merch tout de suite. Il incorpore, tu sais, en plus que il y a tout un univers très visuel à The Weeknd, donc le merch va être important, les collaborations commerciales vont être importantes, les liens avec les grosses marques pour pouvoir déployer, tu sais, ces associations-là. C'est qu'à l'époque, tu pouvais faire... Il y a certaines associations qui étaient faciles, là, tu sais, d'un artiste avec, mettons... c'est certain, tu sais, Pepsi, mettons, là, tu sais, donc, il y avait des collaborations qui ont déjà été faites, mais pas beaucoup. Alors que quand le digital est arrivé, puis nous autres, on avait tout pensé à ça à l'époque, on avait juste pas le chanteur qui avait le goût d'embarquer dans cette machine-là. Mais ça pour dire qu'il fallait aller chercher des partenariats avec des grosses marques comme nous autres. On avait un partenariat avec le château Coast to Coast pour un de nos artistes. Il est arrivé au meeting, puis il a dit « Ah, moi... je suis avec Puma, puis ça me tente pas d'être avec d'autres mondes. » Puis je me disais, voyons, comment c'est qu'il est avec Puma? Je suis pas au courant. C'est moi qui le gère. En tout cas, whatever. Je sais pas si je suis supposée de vous conter ça, là. Mais j'ai pas nommé c'était qui. Ça peut être n'importe qui. Mais tu sais, pour dire que... fait que The Weeknd puis son équipe, eux autres, ils en font là, des partenariats dès le départ comme ça qui vont faire propager son nom un peu partout dans le monde. Fait que, vous voyez, ça, c'est l'architecture de base. Et donc, dès la base, c'est un gérant qui est visionnaire et innovateur. À la base de tout, tu as un artiste qui est visionnaire et innovateur, qui s'entoure de gens comme lui. Tu as son directeur artistique qui est encore avec lui aujourd'hui, qui va être un de ses cofondateurs, qui est un génie donc de l'image puis de la direction artistique. Ensuite, tu as son gars de son, qui est un génie, qui vont créer le son de The Weeknd. Et ce buzz-là. Et après ça, quand tu as un mélange formidable, ben t'as Drake, puis ses millions de followers qui remarquent ça, puis qui partagent ça probablement sur Twitter et sur SoundCloud, puis il dit aux gens... Je pense que lui, il avait son blog, Drake, là, de blog, puis il s'appelle OVO. Et il a dit au monde, allez écouter cet artiste-là, c'est extraordinaire. Puis là, ben écoute, ça crée une demande, mais un mystère. Parce que jusque-là aussi, on ne sait pas trop c'est qui. Et ça se parlait partout dans le monde. Fait que ça a été un des catalyseurs du tremplin qui a catapulté là, The Weeknd au sommet tel qu'il est aujourd'hui. Alors, je pense que c'est assez long pour une première partie. Fait que vous avez eu la version de la fille, qui est ce qu'on apprend. Bien, c'est quand même très bien poussé, là. Elle est allée quand même dans les détails, là, sur sa date de fête, tout ça. Bon, là, je fais ma maman qui est fière de sa fille, là. Mais voilà. Et ensuite,
Ensuite, ce qui s'est passé derrière, la genèse des fameux mixtapes, il est signé par Republic. Fait que prochain épisode, on va parler un peu plus de, bon, mais qu'est-ce qui arrive, là? T'es dans les grandes ligues, tu t'en viens dans une maison de disques, ça va être quoi? Premier single officiel là, de ta collaboration avec Republic Records, puis est-ce que ça va partir fort, puis comment on va construire là, cette carrière absolument extraordinaire là, qui est celle de The Weeknd, tant live que ses albums. Puis le spectacle, là, si je peux finir avec ça, c'est que j'ai assisté au spectacle, puis c'est rien de moins qu'une ouverture de Jeux olympiques, là. Une scène énorme, des effets spéciaux spectaculaires. C'est quand même étonnant. Tu sais, le gars, il danse pas. Il est habillé avec une longue toge que moi, je disais à ma fille, j'ai l'air gros, tu sais. Puis là, elle dit, ben, il est pas gros, maman. Là, mais tu sais, là, j'ai vu, on est allé voir son film, parce qu'il a sorti un film cette année, là, on est allé voir son film. Puis dans le film, on le voit, là, il fait ses poids et haltères, il est pas gros, mais en tout cas, sa toge est pas... on appelle ça une toge. C'est l'avocate en moi. Mais tu sais, j'ai trouvé que ça lui donnait pas... Tu sais, autrement dit, ce que je vous dis, là, c'est que c'est pas le pétard du siècle, là, c'est pas Justin Bieber, là. Fait que là, tu te dis, mais comment ça, tu sais, qu'il y a tant de monde, il danse pas, c'est pas Justin Bieber, mais il crée... C'est ça. Le show est comme un peu ce qu'il essaie de créer depuis le début, c'est une atmosphère. C'est, tu sais, les danseurs sont pas dans la danse, sont plus dans la symbolique, dans qu'est-ce qu'ils vont créer comme effet, comme impact dans la salle. C'est quasiment biblique. Tu sais, c'est quasiment, il y a un peu de mysticisme aussi là-dedans. Tout le monde a des bracelets, ça illumine la foule à des moments très précis, très enlevants. Ça change de couleur, tout le monde chante à tue-tête. Il y a des feux d'artifice avant, dans le milieu, après, c'est extraordinaire. Donc, ça pour dire qu'au niveau de grand déploiement, là, j'avais jamais rien vu de tel. En tout cas, on est loin de Duran puis David Bowie au stade olympique quand moi, j'avais 14 ans. Ma fille, elle voit des choses tout en couleur. Je sais pas si vous vous souvenez de ce show-là. On avait réussi à se rendre en troisième rangée, je pense, puis on n'entendait rien. Fait que, tu sais, on n'est pas là. Bon, pardonnez-moi s'il y a des gens qui m'écoutent qui sont pas au Québec. Cet épisode fut très québécois. Puis peut-être aussi parce que je suis encore en mode vacances. Fait que je suis enchantée de vous retrouver encore une fois. J'espère que vous aimez cet épisode de Blueprint de la carrière de The Weeknd. Le takeaway que vous pouvez retenir pour vous, là, c'est qu'une architecture digitale, peu importe le domaine dans lequel vous êtes en ce moment, c'est important. Peu importe si c'est votre business ou votre carrière, d'avoir une architecture digitale, c'est super important sur le long terme. Si vous voulez avoir plus d'impact, plus de magnétisme, plus de facilité, c'est ça qui fait la grosse différence entre The Weeknd puis un exemple Jason Derulo, tu sais, qui lui pourrait probablement même pas remplir le MTELUS là à Montréal. Puis pourtant, vous vous dites, c'est deux artistes qui, en apparence, sont peut-être équivalents, mais l'ampleur de l'impact de la carrière, mais surtout du retour financier, c'est dû à l'architecture digitale. Mais ça s'applique à chacun et chacune d'entre vous. Alors, si vous avez besoin d'aide pour votre architecture digitale, vous pouvez me faire signe. Mais je vous encourage à le faire, que ce soit avec moi ou pas. Bref, c'est un cadeau essentiel que je vous encourage à faire. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine pour cette partie 2 de l'architecture d'une carrière mondiale exceptionnelle. Au revoir!